Et on est encore dans ces arrangements de temps sans avoir vraiment de solution. On voit bien que graduellement, c'est en train de... ces services de soins sont en train de devenir des services marchands, mais on n'a pas encore abouti ça. Et c'est en train de devenir des services marchands sans qu'il y ait des politiques publiques qui les règlent aussi. Donc, on assiste à des choses sur la garde d'enfants ou sur des... Bon, on pense surtout aux enfants parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses avec les personnes âgées, mais des choses qui, finalement, se font sans réglementation réelle, sans normes et qui sont assez compliquées. Et quand on veut de la qualité, c'est accessible uniquement si on a les moyens. Et je dis ça parce que donc, ça veut dire que les familles se fatiguent et s'épuisent. Le coût de la vie est tel aujourd'hui que dans une famille, tous les adultes doivent travailler en général. Ne serait-ce que pour donner le minimum de santé et d'éducation à ses enfants, parce qu'on a des services publics qui n'assurent pas ce minimum. Donc on est un peu dans une espèce de spirale infernale où on essaie de combler ce que les services publics n'offrent pas pour que nos enfants puissent grandir correctement et devenir des adultes productifs. Sauf que dans cette spirale, il n'y a toujours que 24 heures. Effectivement. Je pense que ça illustre assez bien le fait que le CARE a clairement un lien avec le développement économique. Est-ce qu'il y a également un lien avec la santé maternelle? Oui. La santé maternelle. Alors là, il y a un lien direct d'abord parce que la majorité de ces soins relèvent des femmes. Je pense que près de 90% du soin domestique non rémunéré en moyenne dans les pays de la région Afrique de l'Ouest est assuré par les femmes, quand c'est pas 95%. C'est peut-être un peu moins dans certains pays où on voit des régulations sociales un peu différentes. Mais majoritairement, ça reste les femmes. La santé maternelle, c'est pas seulement un enjeu individuel ou familial. Elle a des conséquences directes sur la manière dont les femmes sont capables de travailler, c'est-à-dire se consacrer pleinement à leur travail, ou bien de passer du temps. C'est pas seulement de passer du temps, mais d'être concentré, de pas avoir autre chose à gérer, de participer à l'économie, de s'occuper de leurs enfants, maintenir l'équilibre de leur foyer. Sauf qu'elles doivent faire tout ça en même temps. Donc, si elles sont pas en bonne santé, ça peut pas fonctionner. Et lorsqu'une mère revient trop tôt au travail parce qu'elle vient d'avoir un enfant, sans récupération physique suffisante, sans sommeil, alors je suis pas spécialiste, je pense que vous avez eu des spécialistes de la santé et je vais pas me positionner comme ça. J'ai juste été une maman et j'ai juste eu des enfants qui ont été petits et je me rappelle très bien qu'on ne dort pas. Et même si on a bien dormi, il y a quelque chose et que les enfants entre 0 et 5 ans, ils ont toujours quelque chose. Il y a toujours un truc qui se passe, des dents, un rhume, un palu. Et si on doit travailler trop tôt, ça fait partie de ce qu'on appelle maintenant, et j'espère que c'est un terme qui prendra, la charge mentale, de pouvoir vraiment être efficace. Donc très froidement, si je parle en termes de productivité, si on veut avoir des adultes, femmes, qui jouent leur rôle de reproduction sociale, qui fournissent des enfants pour le futur, mais qui peuvent aussi participer à la croissance économique, il faut un moment tenir compte des contraintes qui sont propres à leur sexe, en fait. C'est ce que fait l'économie générationnelle, c'est de réfléchir par catégorie d'âge et selon le sexe, qu'on soit un homme ou une femme, on a des contraintes qui vont nous empêcher de manière différente de participer à la croissance économique. Donc, la santé maternelle, elle est liée au développement économique parce qu'elle touche à deux dimensions fondamentales, la participation économique des femmes aujourd'hui et puis le développement des enfants qui vont participer au développement de demain. Et donc, une mère en bonne santé, ça permet aussi de préparer l'avenir et d'aider des enfants. Tout à l'heure, on parlait de ces soins, donc de fournir ces soins directs et indirects aux enfants, les futurs adultes. Une mère qui va pas bien et qui est fatiguée ne pourra pas jouer ce rôle-là. Et il suffit de regarder au Sénégal ou au Mali, dans toute la région, sur toute l'Afrique, c'est pareil, 50% de la population a moins de 20 ans. Et si on regarde ce qui se passe depuis 20 ans dans nos pays, on voit ce que ça veut dire le manque d'adultes disponibles dans l'éducation d'une nouvelle génération. Donc voilà, on pourra en parler pendant longtemps, mais donc le rôle des mères, le rôle des pères est important aussi. Mais là, on parle vraiment de la santé des mères, parce qu'après avoir fait un enfant, comment est-ce qu'on peut reprendre une activité d'adulte pleinement fonctionnelle? On a une charge en plus. Et qui ne dure pas que 6 mois, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. N'est-ce pas? Déjà, on en a parlé la dernière fois, quand un enfant arrive, on a l'impression de rentrer dans un nouveau monde. Déjà, en tant que personne, avant même en tant que professionnel, on découvre un nouveau monde avec ses nouvelles contraintes, on a une nouvelle identité. Et cela, forcément, ça va aussi impacter sur le travail et sur l'avenir. Là, je pense qu'on a assez discuté justement sur l'impact que ça peut avoir sur la productivité des mères, mais également sur le développement des enfants.
Du coup, là, est-ce que pour l'État également, le fait de ne pas reconnaître ce travail a un impact économique? Donc oui, ça a un impact économique, ça a un coût pour l'État, mais il faut être précis quand on en parle. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Je pense que c'est important d'être précis pour pas que ce qu'on dit soit détourné par la suite. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je vois. Donc, c'est pas toujours un coût visible dans le budget de l'État. C'est souvent un coût caché ou différé. Les coûts ne disparaissent pas, en fait. Lorsque l'État ne finance pas ou ne soutient pas suffisamment le soin, et donc, ça peut être de savoir comment je vais faire garder mes enfants, comment la famille, et encore une fois, le soin est fortement porté par les femmes, mais c'est un problème pour la famille en entier. C'est vraiment un problème des ménages, de la famille. Et aujourd'hui, on est dans une transition. On doit faire comprendre que le soin doit sortir de la sphère privée, familiale, parce que ça a besoin de soutien collectif. Et le soutien collectif, ça passe par des politiques publiques, parce qu'on n'est plus, le soutien de la communauté qu'on pouvait avoir avant ne suffit plus. Donc, lorsque l'État ne soutient pas suffisamment le soin, le coût ne disparaît pas, il est transféré sur les familles, sur les ménages, aux femmes. C'est les femmes souvent qui payent le coût en temps, en fatigue, et puis en manque d'opportunités économiques, en santé dégradée, en carrière interrompue, ou bien juste des carrières ralenties. Mais donc ça, immédiatement, ça peut paraître pas très grave, parce que en priorité, le soin à la maison et les enfants. Mais quand on réfléchit sur toute une société, sur le long terme, sur le moyen terme, ça coûte. Dans nos sociétés, le fait que les femmes prennent en charge le soin familial n'est pas un problème en soi, comme je disais tout à l'heure. C'est même un rôle central de l'organisation du foyer, et beaucoup de femmes embrassent ce rôle sans y trouver une contrainte. Mais la difficulté vient du fait que la société a changé, sans que les systèmes de protection sociale évoluent, et les familles sont plus petites. La charge est plus difficile à répartir. La charge est plus lourde parce qu'on a besoin de plus d'argent qu'avant pour soutenir tous les frais de la famille. Et puis parce que la solidarité communautaire diminue aussi. Non pas parce que les gens ne s'entraident plus et ne s'aiment plus, c'est parce que simplement chaque famille n'arrive plus à porter la même charge tous ensemble qu'on pouvait le faire avant. Donc aujourd'hui, pour assurer un minimum requis d'éducation et de santé, comme je le disais, aux enfants, il faut payer. Donc souvent, il faut que tout le monde travaille. Mais lorsque survient une situation de crise ou de dépendance, par exemple une personne âgée, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien que quelqu'un le prenne en charge. Et si on n'a pas des réponses dans les politiques publiques, on a des réponses dans la famille. Quelqu'un s'arrête de travailler, ne produit plus. Et donc ça, c'est un coût pour l'État. Produit plus, moins de cotisations à la protection sociale, moins de taxes payées, moins de consommation, parce qu'une famille, on produira moins, consommera moins. Donc c'est l'économie qui, si on prend les définitions stricto sensu de l'économie, c'est l'économie qui va en pâtir. Mais alors dans ce cas, est-ce qu'il est possible de parler de développement sans prendre cela en compte? Non. Évidemment, moi je travaille là-dessus. Non, je pense pas. En fait, on peut toujours parler de développement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire surtout quand on parle de développement? Qu'est-ce qu'on veut et vers quoi on veut aller? Aujourd'hui, je vais donner un ou deux chiffres. Donc, je disais tout à l'heure, sur tout le continent africain, pratiquement, on a 50% de la population qui a moins de 20 ans, 70% qui a moins de 35 ans. Ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens. Ce que ça veut dire surtout, c'est que si on met 10 personnes dans une pièce, il y en a 7 qui ont moins de 35 ans et il y en a 5 qui ont moins de 20 ans. Ça veut dire qu'il en reste 3 au-delà de 35 ans. Et à 35 ans, aujourd'hui, chez nous, on n'est pas encore forcément un adulte capable de tenir une famille ou bien qui est indépendant économiquement. Soit on dépend d'autres, soit on soutient tellement de monde que cette indépendance, elle n'est pas solide. Donc voilà, ça, c'est 7 personnes sur 10 dans la pièce. Il y en a 3 qui restent. Sur les 3, il y en a 1,5, 2 qui ont plus de 60 ans. Il y en a une qui reste. Et cette personne doit tout prendre en charge. Quand on regarde, alors quand je dis tout prendre en charge, ça veut dire quoi? Comment ça fonctionne pour une famille ou pour une société? C'est la même chose. On consomme quelque chose et quelqu'un le produit. On travaille tous, on gagne de l'argent. Donc on produit un travail, on nous donne de l'argent avec ce travail, on va acheter, on va consommer. Quand on n'a plus d'argent, on ne peut plus consommer. Et la limite de notre consommation, ça va être l'argent qu'on fait rentrer. On doit s'occuper de nos enfants.
nos enfants consomment du temps, ou un adulte qui a besoin qui est peut-être vivre avec un handicap, ou une personne âgée qui ne peut plus vivre seule. Ces gens-là consomment du temps, mais ne produisent pas de temps. Parfois, on a de la chance. La personne âgée peut produire du temps pour s'occuper des enfants, mais c'est pas toujours. Ce temps qui est consommé, c'est comme le reste, c'est comme l'eau qu'on va boire. Il faut que quelqu'un le produise. Effectivement. Donc, à Dakar, par exemple, maintenant, pour une femme de ménage, habiter dans Dakar, c'est pratiquement impossible. C'est pourtant là qu'il y a le plus de travail pour les femmes de ménage en général. Elle va mettre 1h30 à 2h, si elle a de la chance, en Diagandiane, pour venir si elle habite à Rufisque et Diawaye. Donc, dans une journée, on va dire 1h30. Le matin, si elle a de la chance, 1h30 le soir. Ça veut dire 3 heures par jour. Dans la semaine, si elle travaille 6 jours, ça fait pratiquement 18 heures. Je connais des femmes qui mettent 4 heures par jour. 6 jours par semaine, c'est 24 heures. Un contrat de travail, c'est 40 heures. Donc, il y a 24 heures, un demi-contrat de travail en termes d'horaire qui est passé à ne pas pouvoir produire de temps pour ses enfants. Pendant ce temps-là, ses enfants consomment du temps. Donc, quelqu'un doit faire quelque chose. Donc, soit elle paye quelqu'un, soit elle ne le paye pas, mais il y a un échange. Soit ses enfants sont chez quelqu'un. À 20h, ils arrivent à la maison. La mère arrive à 21h. Elle commence à faire à manger seulement à 21h. Les enfants vont se coucher à 22h, 23h. Le lendemain, se lèvent très tôt pour aller à l'école. Donc, tout ce qu'on sait sur ce qui est nécessaire pour le développement des enfants et tout, est complètement érodé juste parce qu'il n'y a pas d'adulte qui peut être là à temps. Pourtant, on a des solutions. On a un train qui fait le même trajet en 40 minutes. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé les tarifs aujourd'hui, mais quand le train a commencé, l'abonnement mensuel, c'était 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA pour une femme de ménage, c'est énorme. Quand on enlève de leur salaire, c'est beaucoup, effectivement. Et puis, ce n'est pas au ministère des Transports de devoir gérer ça. Son problème, c'est de transporter les gens. C'est pas de savoir s'il y a un tarif accessible pour la population, mais qui soit aussi rentable pour la compagnie. Donc, c'est là où je reviens sur la question de développement. C'est là où tenir ça en compte dans la réflexion des politiques sociales et de la protection sociale est important pour aller négocier avec le ministère des Transports pour savoir comment les gens qui ont moins de moyens peuvent avoir accès à ce transport qui va vraiment changer la donne. Mais si on veut baisser le tarif du train, il faut que quelqu'un donne une subvention, c'est le budget de l'État. Et si on veut convaincre le budget de l'État, il faut expliquer pourquoi c'est pas un coût, mais un investissement pour l'avenir. Et c'est pour ça que tout ce que je raconte là, si on revient à ce que je disais sur le coût pour les familles, et l'implication pour la participation des femmes à la croissance économique, alors qu'aujourd'hui, il y a tous ces projets qui poussent les femmes à être dans le marché du travail parce qu'on en a besoin économiquement, mais aussi à préparer la future génération. On se rend compte que, par exemple, avoir un budget d'État qui va subventionner le transport pour les foyers les moins riches ou les plus démunis, c'est pas un coût. C'est un investissement pour l'avenir. C'est peut-être un coût social, mais c'est un investissement économique. OK. Donc voilà, la question c'était de dire qu'est-ce qu'on entend par développement. Il n'y a pas de raccourci. C'est un tout, en fait. Et là, en parlant, on a également remarqué qu'il y a un très grand impact sur les femmes en particulier. Donc, je pense qu'il y a aussi un impact sur l'égalité homme-femme. Alors, il y a un impact sur l'égalité homme-femme. Encore une fois, c'est quelque chose, c'est un débat, je travaille là-dessus depuis plusieurs années, c'est un débat extrêmement délicat. Les détracteurs vont nous dire que c'est un débat purement féministe et que, en gros, c'est quelque chose qui vient de l'étranger. Moi, on m'a déjà dit, c'est un truc de toubab, ça vient de l'extérieur. Chez nous, les femmes savent. Et puis, c'est un truc de femmes en ville, parce que dans le milieu rural, ou le contraire, dans le milieu rural, parce qu'en ville, les femmes ont des domestiques. Il y a une espèce de mélange de tout sans vraiment regarder. Et moi, donc je travaille sur le dialogue politique pour que justement ce genre de choses soient entendues au niveau des gouvernements, des assemblées nationales et qu'on améliore les politiques. S'il y a une chose que je sais, c'est que le débat féministe frontal, moi, ça m'a jamais ouvert les portes du dialogue. Par contre, l'informer. Et ce que je vais dire ici, c'est de dire il y a un problème d'inégalité de genre. C'est pas une réclamation féministe. Et les données permettent de dire finalement, ah oui, c'est pas un truc, pardon l'expression, mais j'ai tellement entendu, c'est pas un truc de bonne femme qui se plaint. C'est une réalité. Et pour moi, de montrer la réalité économique, c'est de bien montrer, c'est pas un problème de femme qui se plaint, c'est un problème de société qui ne peut pas évoluer sans qu'on ait une meilleure égalité homme-femme. Et c'est pas de dire les hommes et les femmes sont pareils, c'est de dire, je le disais tout à l'heure, si on veut contribuer à la croissance économique,
il est nécessaire de considérer les contraintes qui nous sont propres en tant que femmes et qui sont propres aux hommes.